on a trop souvent tendance à oublier que la recherche se fait, progresse parce qu'il y a des gens qui participent à la recherche. Mais cette participation-là, elle a un prix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui subissent les côtés négatifs, hein, prennent les risques de la recherche. Et donc, si on apprend, c'est parce qu'il y a des gens qui acceptent de prendre ces risques-là. Hein, la recherche, c'est pas toujours positif. Bon, c'est vrai que du côté biomédical, c'est plus évident. Hein, un médicament est bon ou mauvais. Donc, c'est plus évident de voir que dans l'histoire de l'éthique de la recherche, surtout du côté biomédical, on est capable de faire toute une série de points de repère, si vous voulez, où on a utilisé les êtres humains absolument comme des objets de recherche. Et donc, on a été absolument sans compassion, sans sens éthique ou sans sens moral vis-à-vis les participants à qui on doit finalement les connaissances sur lesquelles on finit par faire émerger. Donc, si vous voulez, il y a dans l'histoire de l'éthique de la recherche biomédicale, comme il y a évidemment les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale sous les nazis. Il y a évidemment toute la recherche, si vous voulez, qui va se faire du côté biomédical dans les années 60 autour d'une étude très très célèbre de Beecher qui va montrer comment simplement dans les revues médicales, il y a des recherches qui sont tout simplement non éthiques et que c'est comme ça qu'on va développer, si vous voulez, sur le plan institutionnel, des mécanismes pour contrôler, si vous voulez, les chercheurs. Du côté des sciences humaines et sociales, c'est la commission présidentielle américaine qui va se dérouler entre 1974 et 1978 qui va montrer que du côté, par exemple, de la psychologie, il y a des pratiques de manipulation des participants qui sont tout à fait non éthiques. Certaines, en particulier des expériences de Milgram, vont être même mises au cinéma. Là. Donc, c'est pour montrer que ces expériences-là, on ne peut pas simplement utiliser l'autre comme tout simplement un moyen sans le respecter, puis après ça, en laissant la personne face à son expérience déplaisante à l'intérieur, mais plus que déplaisante, perturbante ou même traumatisante à l'intérieur d'une recherche en psychologie, là, je pense à l'expérience de Milgram. En anthropologie, ça a été la même chose. C'est la question du non-respect, si vous voulez, des populations autochtones chez qui on va simplement soutirer des informations sans qu'il y ait échange et sans qu'il y ait respect mutuel. Donc il y a vraiment des choses qui sont importantes, si vous voulez, au niveau historique et que en anthropologie, en psychologie en particulier, on a, comment dirais-je, bien documenté et qui ont servi de base. Et encore une fois, l'enjeu éthique, c'est le respect de la dignité de chaque personne humaine qui participe à une recherche. Pourquoi est-il encore aujourd'hui pertinent d'examiner l'éthique des projets de recherche? Alors, aujourd'hui, c'est, je dirais, plus nécessaire que jamais parce qu'il y a un tas de situations où les intérêts des uns et des autres ne vont pas nécessairement converger. Donc, ce contexte, si vous voulez, où il y a beaucoup plus de partenaires dans le financement de la recherche, dans les intérêts de la recherche, fait qu'il faut être encore plus vigilant. Hein. Donc, il est important de bien expliquer ce contexte d'une recherche subventionnée par le privé ou par le gouvernement, parce qu'elle peut être utilisée au niveau idéologique ou au niveau commercial. Non pas que ça soit mauvais en soi, mais il faut que le chercheur soit conscient des contraintes, de ce type de contraintes. Et pour les comités d'éthique de la recherche, il est évident qu'il faut être extrêmement vigilant pour savoir dans quelle mesure on protège les participants ou les sujets de recherche. Donc ce contexte-là a beaucoup changé depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Et à cause de ça, les comités d'éthique de la recherche ont un travail peut-être un petit peu différent, ou en tout cas, ils doivent mettre l'accent sur les conditions d'intégrité scientifique et justement de cette distance entre le chercheur et ses financeurs, parce que, bon, les résultats, des fois, ne plaisent pas nécessairement aux financeurs. Quelle est la différence entre l'éthique, la morale et la déontologie? Alors, bon, évidemment, ça, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais très grosso modo,
on peut dire que l'éthique ou la morale souvent sont utilisées de façon synonyme. L'éthique, c'est vraiment une réflexion par rapport à soi. D'abord, comment je me conduis, comment je dois agir dans tel ou tel contexte. Donc, c'est une réflexion personnelle. Et c'est ça qui est important de faire comprendre, si vous voulez, aux jeunes chercheurs, aux étudiants qui commencent à faire de la recherche, c'est qu'ils ont à réfléchir dans leur rapport aux participants ou au sujet de recherche. Ils ont à avoir une attitude qui est éthique, donc réflexive sur comment ils doivent traiter les participants, comment ils doivent les respecter. Ça, c'est vraiment la dimension réflexive de l'éthique. L'éthique, c'est en même temps poser des limites. On ne peut pas tout faire et n'importe comment. Donc, poser des limites, ça veut dire tout simplement penser des normes communes. Donc, la dimension normative de l'éthique, c'est justement poser des normes communes, construire, si vous voulez, des limites à certains types d'interventions qu'on considère de non respectueuses, par exemple, des participants, ou biaisées, par exemple. Donc là, c'est plus de l'ordre, disons, des conditions méthodologiques d'une recherche, mais ça peut aussi avoir des dimensions éthiques, parce que si vous manipulez, par exemple, des participants, il y a quand même ici un problème de respect de la personne. Donc ça, c'est pour l'éthique, donc dimension réflexive par rapport à soi, puis dimension normative qui pose des limites à certaines activités humaines ou institutionnelles ou dans la société. La déontologie, ça c'est franchement lié à souvent un ordre professionnel, c'est-à-dire qu'on va parler de la déontologie médicale, on va parler de la déontologie des avocats, des ingénieurs, etc. Donc c'est plus le cadre normatif qu'une profession se donne à elle-même dans son fonctionnement, et c'est souvent quasi juridique, c'est-à-dire que c'est des normes qui sont obligatoires et auxquelles tout professionnel doit se conformer.